Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est qui en pôle, c'est le numéro 170 et cette fois on se retrouve pour débriefer non pas du MotoGP mais pour faire un point à la mi-saison du World Superbike. Et pour m'accompagner sur cet épisode, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane. Comment tu vas Stéphane ? Salut à tous, ça va très bien. Et avec nous Stéphane cette semaine pour enregistrer le rookie de l'année, Thibaut. Comment ça va Thibaut ? Salut Ophélie, salut Stéphane, écoute, ça va très bien. Super, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode. Vous m'en voudrez pas si je perds ma voix pendant l'épisode parce que je pense que je suis la seule personne à avoir une angine au mois d'août en France. Mais on va faire avec, ça va bien se passer. Avant de revenir sur le championnat actuel, on va faire un petit point sur ce qu'on attendait en début de saison. C'était une saison côté World Superbike sous le signe de la rivalité, du moins c'est comme ça qu'on l'attendait, puisqu'il y avait beaucoup de débutants qui prenaient la piste, des épisodes qui se renouvelaient et des pilotes confirmés en quête de victoire, de podium. Donc c'était une saison qu'on attendait très intense. En début de saison, la tendance se dessinait déjà avec un Nicolo Boulega et un Toprak qui étaient clairement au top des séances d'essai, surtout à Jerez et à Portimao. Quand Boulega, lui, était le plus rapide, il y avait Toprak qui était juste pas loin derrière et inversement. Donc on attendait quand même une belle bataille entre ces deux pilotes pour cette saison. Et Bautista commençait sa saison, lui, toujours un peu souffrant de sa blessure à la nuque. Et l'écart entre Boulega et lui était plus important que prévu. C'était pas quelque chose qu'on attendait pourtant, connaissant le potentiel de Bautista. Et à côté de ça, on avait Rea qui rejoignait Locatelli au sein de l'équipe usine Yamaha. C'était une dynamique plutôt intéressante qui devait se mettre en place puisque le sextuple champion visait un 7e titre sans précédent pendant que Locatelli, lui, cherche à remporter sa première victoire. Donc c'était un peu la tendance qui se dessinait avant le début de saison. Avant de voir les courses, avant de voir ce qui se passait, comment vous attendiez l'arrivée de Toprak chez BMW, l'arrivée de Boulega, etc. Vous en attendiez quoi, vous les garçons, de cette saison ? Allez, pour BMW, donc moi j'attendais de voir si Toprak allait réussir à maîtriser la machine, parce qu'on sait que quand tu changes de monture, souvent tu as un temps d'adaptation. Donc quel serait son temps d'adaptation à cette BMW qui, jusqu'à l'année dernière, elle n'était pas top, parce qu'on savait qu'ils avaient quand même quelques problèmes, par exemple des freins moteurs, enfin ce genre de choses, ils n'arrivaient pas trop à la faire développer. On attendait de voir aussi quel serait l'impact du team de test, parce qu'il faut rappeler que BMW, pendant l'intersaison, a mis en place un team test avec Guintoli. Et donc on attendait de voir ça. Moi, j'attendais de voir ça du côté BMW. Et du côté Ducati, c'est vrai, comme tu l'as dit, on attendait de voir la rivalité entre Boulega et Bautista. Alors Bautista, on sait que il est très fort sur la Ducati, ça fait longtemps qu'il est là. Et on devait voir si Boulega, il allait réussir du coup à passer le cap entre le 600 et le 1000 et confirmer ses bons résultats en 600, parce que les détracteurs disaient que si Boulega était bon en 600, c'est parce qu'il avait une bonne moto. Boulega disait non, les gars, moi je suis le seul pilote Ducati en 600 à performer, donc c'est grâce à moi que la moto et que je suis champion. Donc on attendait de voir ça pour cette année, savoir si lui, sur la 1000, il allait performer autant que sur la 600. Et toi, Thibaut, t'attendais quoi de la saison ? Ouais, un peu comme Stéphane, hein, principalement qu'allait faire Toprak sur la BM. Ça fait plusieurs saisons quand même qu'on sait que la BM est en retrait. Alors malgré tout le talent de Toprak, ce qu'il nous montrait sur la YAM, on pouvait quand même toujours se demander s'il allait réussir à gagner et à maintenir la BM sur les podiums. Et pour Ducati, l'année dernière, grosse domination de Bautista. Boulega qui arrive, on pouvait se demander là aussi, est-ce que Boulega va réussir à s'adapter à la 1000 ?
malgré des très bons essais. Et puis on a vu justement que c'était quand même plutôt le cas. Et puis côté YAM, j'attendais vraiment Réa sur la YAM, voir ce qu'il allait faire après plusieurs années sur la Kawa. Et là encore, c'était très intéressant, notamment avec ce changement, parce que YAM avait gagné avec Toprak, mais est-ce que c'était Toprak qui était au-dessus ou pas? Réa a gagné avec Kawasaki, mais est-ce que c'était la Kawa qui était au-dessus et pas le pilote? Voilà, donc c'était super intéressant tous ces changements en début de saison. On peut voir que Toprak a fait un début de saison tonitruant, je pense que le mot est faible, et qu'il est vraiment là où on l'attendait. Et encore, je pense que pas grand monde s'attendait à le voir autant performer sur la BMW. Donc c'était vraiment l'événement de ce début de saison pour tout le monde, puisque le transfert avait quand même suscité beaucoup d'attention, vu qu'on les propos étaient de se demander comment il allait s'adapter à cette nouvelle moto, une moto qui n'était pas là l'année dernière, là où elle est cette année. Et au final, ses performances ont été quand même relativement solides parce que ça a fait de lui le prétendant au titre. Après Portimao, c'est 15 victoires en 21 courses, ce qui est déjà plus que son record de carrière en carrière lors de sa saison 2022. Et il est en train de réaliser l'impensable, c'est 4 triplés consécutifs. Ça n'avait été jamais réalisé jusqu'à présent, puisque Bautista s'était arrêté à 3 triplés. Les 13 victoires de suite de BMW, c'est un peu une surprise parce que même ceux qui font partie de l'équipe comprennent pas comment Toprak fait. Donc voilà, c'est un début de saison impressionnant avec des célébrations très chouettes à voir. Toprak se lâche cette année. On a des gros wheelies, des grosses topies, des célébrations avec Toprak qui se prend des amendes. Enfin vraiment, c'est la Toprak mania un peu cette année. Et c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est là où on avait envie de le voir et là où on voulait le voir revenir. Et BMW lui a permis de faire ça. Alors après, est-ce que c'est le renouveau et le changement d'équipe? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Ouais, alors, moi je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là, clairement. Parce que là, depuis Assen, il enchaîne que des victoires, donc il a enchaîné 13 victoires d'affilée. C'est énorme. Moi je pensais qu'il serait voilà, top 3, top 5, parce que perso, je pensais pas que, que lui avec la BM aurait passé ce step si vite, parce qu'il a gagné des Barcelone dès le deuxième meeting. Moi je l'aurais plutôt vu un peu dans le top 10 les premières courses, un peu top 5 au milieu et jouer le podium, la gagne sur la fin d'année. Donc c'est pas du tout le cas parce qu'il joue la gagne à chaque course. Donc moi je trouve qu'il est au-delà des attentes qu'on aurait pu mettre en lui. Ouais, moi, un peu comme Stéphane, hein. Moi, le début de saison, je m'attendais à avoir un Toprak ouais, aux alentours de la 7e, 8e place et se rapprocher du podium petit à petit. Et en fait, dès le deuxième week-end à Barcelone, premier, troisième, ok. Et puis ensuite 13 victoires de suite, 15 victoires en 21 courses. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire autre chose, hein. C'est incroyable. Et en fait, aujourd'hui, Toprak, si on regarde le World Superbike, c'est pour voir Toprak, hein. Je pense que les fans de Toprak déjà revivent et qu'il a ramené. C'est bête à dire, mais il a un peu cassé du coup la domination de Bautista et il a fait revenir des gens qui pouvaient potentiellement s'être lassés du Superbike aussi, parce que là il y a des vraies bagarres. Il y a des vraies bagarres. On a pu le voir à Portimao, enfin, à Voilà. Most, etc. Les bagarres ne durent pas très longtemps, parce qu'en fait c'est vrai en fait comme faisait Bautista avant, c'est que même s'il partait pas forcément premier, ok, il se bagarrait quelques tours et puis une fois qu'il prenait la tête, il part et plus personne ne le rattrape. Là cette année c'est pareil, c'est la domination, les BMW Azgatoglu, elle est comme ce qu'on avait la dernière, Bautista Ducati. Je trouve que chaque année, les dominants, ils dominent vraiment beaucoup le championnat. Ou à l'époque avec la Kawasaki. Mais on a quand même toujours des belles courses. Là, ça fait 3 saisons qu'on a quand même des belles courses, même à l'époque où Redding était sur la Ducati. On avait à chaque fois le trio Rea, Redding, Toprak. L'année dernière, c'était Bautista, Toprak et Rea un peu en retrait, mais on avait quand même toujours des belles courses, même si à la fin, on savait toujours qui allait gagner.
Mais on se retrouvait comme avec des belles courses. Et cette année, même si Toprak domine, alors ça dure pas toute la course. On a quand même 5, 6 tours, 10 tours des fois, où on a des beaux duels avec un Boulega, voire Bautista aussi qui est un peu malgré tout en retrait. Mais ouais, non, on a quand même des belles courses, même si au final on sait que Toprak va gagner. Et quand on regarde les résultats, quand même, tu t'aperçois que Toprak, il a plus de points que tous les autres pilotes BMW réunis. Donc, tu vois, ça veut dire que Ah, mais les autres BMW sont largués, donc c'est là où on peut se dire Toprak est vraiment au-dessus du lot. Ce n'est pas que la BM qui a énormément non, progressé. c'est lui, il maîtrise la moto. C'est-à-dire que les autres, même si la BM a progressé, lui, il montre que les autres pilotes, je trouve qu'ils ont. Alors, Van der Mark, sur la dernière course, il montre un petit peu plus. Mais sinon, sur ce début de saison, tu le vois pas clairement sur Redding, Van der Mark et Gerloff. Ouais, et puis pour le coup, enfin, encore une fois, Toprak, c'est un extraterrestre qui arrive à faire des choses avec une moto qui peut s'avérer très compliquée. Mais comme tu me disais, bah, Stéphane, quand on s'est vu à Carole, quand on en parlait, c'est que il a l'impression aussi qu'il a poussé les autres BMW à faire quelque chose de plus intéressant cette année parce qu'on voit que son coéquipier est un peu mieux que ce qu'il a pu être. Euh, c'est un tout aussi pour Toprak. Du côté des autres choses qu'on attendait cette saison, c'était de voir comment Bautista allait gérer après sa blessure de fin de saison, avec l'arrivée de Boulega, etc. Bon, il reste un des meilleurs pilotes du championnat, on va pas se mentir. Il dispute quand même, enfin du moins il essaye de disputer des victoires pour aller défendre son titre, mais il a eu un début de saison très compliqué jusqu'à Most. Comme je le disais, il est arrivé en début de saison avec encore des soucis par rapport à sa blessure à la nuque, etc. Donc c'était compliqué pour lui. Et au final, il s'est fait manger par son coéquipier Boulega. Comment vous percevez, vous, la saison de Bautista cette année? Vas-y Thibaut, si tu veux. Ouais, bah la saison est quand même difficile, hein. Au début de saison, donc on avait l'excuse, on va dire, toujours la blessure de fin de saison dernière. Et après, bah, c'est vrai que dans les duels avec Boulega a terminé régulièrement devant lui. Boulega deuxième, Bautista troisième. Et en fait, Bautista a terminé, quand il terminait devant Boulega, c'est que Boulega était un peu plus en retrait. Mais c'est vrai que Boulega souffre quand même. Au championnat, il a 50 points de retard sur Boulega. Et là, on a vu depuis deux week-ends à Most et au Portugal, c'est 3 abandons. Donc non, Bautista, là, il est dans une passe difficile. Donc ça va être intéressant de voir à Manicourt s'il arrive à se remettre la marche avant, parce que là, le retard commence à être important face Ouais, à alors, il a Boulega. que 40 points de retard. Et en fait, on ne sait pas si Bautista alors, a été perturbé, certes, par sa blessure. S'il était un peu perturbé par le fait est-ce que j'arrête ou j'arrête pas parce qu'il devait arrêter à la fin de saison, mais finalement il a annoncé qu'il arrêterait peut-être pas. Est-ce que Boulega le met à mal aussi? Et il y a peut-être un mélange des trois. Donc, à voir quel est parmi les trois pour moi, euh, parmi les trois options, enfin arguments, quel est le plus fort pour lui, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un mix des trois qui fait qu'il est un peu en dessous des années d'avant et on est en train de retrouver un Bautista de sa première année, c'est-à-dire qu'il avait été très bon en début de saison. Et après, il se désunit et après, on le voit plus du tout. On est en train de revivre un peu cette même chose, le Bautista de la deuxième partie de saison de sa première année en mondial. Oui, et puis Bautista, comme tu le dis, il y avait des interrogations sur son guidon pour l'année prochaine. Il a quand même trempé dans un amas de rumeurs depuis le début de saison de est-ce qu'en fait on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Il le dit lui-même. Les médias, ça a été sans même que Bautista sache lui-même ce qui l'attend. Bautista reste en World Superbike, Bautista reste pas en World Superbike, son team ne veut plus lui, son team veut de lui. En fait, c'est Jack Miller qui va prendre son guidon. En fait, non. Enfin, ça a beaucoup fait parler autour de lui et ça n'a pas dû aider non plus à lui simplifier ce début de saison cette année. Non, mais attention, faut pas oublier que l'année dernière, euh, on avait promis à Johan Zarco, c'était été annoncé que Zarco, s'il continue chez Ducati, il avait une année chez Pramac, et après, il prenait d'office la moto de Bautista.
Donc c'était quand même dans les tuyaux, je pense, en interne, et Bautista avait dû dire que cette année, là, en 2024, ce serait sa dernière année, et ce qui à l'époque avait poussé quand même les gars de Ducati à prévoir le futur Bautista en mondial, qui aurait dû être, à une époque, Johan Zarco. Oui, mais tu vois, c'est assez fou, c'est que t'as un pilote qui parle pas de prendre sa retraite, qui parle pas d'avoir envie d'arrêter, et qu'on pousse plus ou moins dehors en disant des Ouais. choses comme ça, Alors, alors que le mec performe. je suis pas sûr qu'en interne, il n'ait pas dit, attendez les gars, peut-être que l'année prochaine, c'est ma dernière saison. Enfin, Oui, c'est sûr qu'on ne sait pas ce qui se dit en interne, Parce mais que, là, en tout cas, l'effet médiatique autour était assez étrange. parce que Ducati a déjà annoncé il y a 1 an que Bautista prendrait sa retraite là en fin de saison. Donc c'était quand même annoncé depuis longtemps, et Bautista à l'époque n'avait pas fait de démenti en disant non, c'est pas vrai, vous racontez n'importe quoi. Et je pense que comme Ouais, et puis Ducati, Bautista, il a 40 ans aussi, hein. Ducati, Faut pas oublier, Bautista a 40 Il a ans. déjà 40 ans? Ducati, ouais, Ducati pouvait très bien se dire, ok, lui il a 40 ans, il arrive à gagner facilement. Est-ce que, avec un autre pilote, style par exemple un Zarco ou un plus jeune à la Boulega, est-ce qu'ils sont pas meilleurs que lui? Est-ce qu'ils vont pas réussir assez facilement à faire mieux que lui? Oui, c'est sûr que vu comme ça. Mais du coup, pendant que tu parles de Boulega, Thibaut, en effet, il y a eu aussi des gros changements dans certaines équipes. C'est le cas pour l'équipe de Bautista avec l'arrivée de Boulega, qui a fait un saut vraiment notable dans la catégorie Superbike parce qu'il a brillé sur beaucoup de courses depuis ce début de saison. Il a montré de belles choses, que ce soit en test ou pendant la course, et il s'est imposé cette année comme le pilote principal du team vu ses performances. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus, Thibaut? Ouais, alors Boulega, je me posais beaucoup de questions en début de saison parce que son passage en Moto 2 avait été catastrophique. Quand il était arrivé en Moto 3 au début, tout de suite il avait performé, on le voyait en Moto GP, enfin comme un futur de la moto italienne. Et le Moto 2, ça s'est très mal passé. Il est parti en Super Sport, il a dominé champion assez facilement. Et on se disait, alors est-ce qu'on va revoir un Boulega époque Moto 2 ou un Boulega époque, enfin année Super Sport? Et rapidement, dès la première course, il fait la pole, il gagne, meilleur tour. On s'est dit, bon, là, il est bien lancé. Et depuis, il enchaîne les deuxièmes places. Attention, toutefois, il arrive pas. Bon, il termine deuxième, mais il n'a gagné qu'une seule course. Donc, à voir maintenant sur la deuxième partie de saison ce qu'il peut faire. Il a quasiment 100 points de retard sur Toprak. Pour le titre, ça va quand même être très difficile, surtout si Toprak continue à faire les podiums. Alors sans parler d'enchaîner des victoires, mais Toprak ce n'est pas le pilote qui a l'habitude de chuter. Donc là, pour le championnat, on peut se dire que c'est quand même très bien parti pour Toprak. Donc Boulega, maintenant, il peut essayer de tenter des victoires, et tant pis s'il chute. on attendait de voir en fait quel Boulega on allait avoir cette année en mondial, et on a le Boulega du mondial Super Sport. Voilà, t'as tout dit. Et bon, c'est vrai qu'à 40 points d'avance, moi je trouve qu'il a quand même que 40 points d'avance sur Bautista. Donc attention, la deuxième place, elle est quand même pas forcément jouée pour lui, hein. Oui, non, c'est clair, il y a encore un peu, il y a une petite rivalité avec son coéquipier, mais en tout cas, même s'il finit sur la troisième marche du podium à la fin de l'année, ça fait plaisir de le voir là parce que c'est pas un pilote quand il était en Moto 2, du coup, qu'on attendait. Enfin, on ne serait pas dit, il va aller jouer des titres et il va aller jouer des victoires comme il le fait cette année. Après, évidemment, c'est pas les mêmes motos, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas. On connaît la différence entre les deux championnats, mais c'est chouette à voir. Et il ramène un peu de fraîcheur aussi, je trouve, sur ce paddock Superbike qui peut être un peu vieillissant, sans être insolente envers les pilotes qui y sont. Et en parlant de vieillissant, parlons d'un des pilotes les plus anciens de cette grille, c'est du coup John Rea, le sextuple champion du monde, qui a lui rencontré plus de difficultés ce début de saison, puisque enfin, ça avait alimenté pas mal de discussions sur de possibles changements pour lui à l'avenir. Il a fait une pole à Assen, un premier podium à Donington, et ce qu'on peut considérer un pas en avant à Most le vendredi, parce qu'il était de nouveau dans le top 3 des essais. Et au final, il a montré sur cette course un bon rythme, surtout lors de la course 2 où il a été le plus rapide dans les 5 derniers tours. Euh, mais c'est pas suffisant. Donc
en tout cas, moi, de mon point de vue, Réa, c'est un peu la déception de cette saison parce que c'est un peu un début de saison catastrophique, Mm. Alors, je trouve. c'est un peu à l'image de sa saison de l'année dernière, hein, parce qu'en fait, je trouve que là, le passage de Kawa à Yam, et vu les résultats qu'il a chez Yam, elle- en fait, c'est la continuité de ce qu'il nous a montré l'année dernière. En fait, il avait une moto un peu en deçà des autres, il forçait beaucoup, il chutait beaucoup, il n'y arrivait pas, et je trouve qu'avec la Yamaha, il a du mal à s'adapter, et il force beaucoup, et il chute énormément, alors des vraies chutes, hein, des chutes très impressionnantes, et il n'arrive pas du tout, il est même derrière Locatelli. Et c'est vrai que Réa, bah là, cette année, ouais, il a encore plus de mal que l'année dernière. Pour l'année dernière, on a l'impression que ça pouvait pas être pire. Non, mais l'année dernière, il était pas si mal. Il arrivait quand même toujours à faire des podiums, même si, au moins les premiers tours, il se battait devant et après, bon, il avait un peu plus de mal sur la deuxième partie de la course. Mais là, cette année, c'est une catastrophe. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est les 5 premières courses, il met pas un seul point dans les 5 premières courses. Enfin, non. Et alors, ok, il fait une pole à Assen. Assen, c'est son circuit préféré. Il a gagné, je ne sais pas combien de victoires sur cette piste. Mais là, il termine sixième. Mm. Alors, il fait la pole et son mieux, c'est Non, sixième. mais il a dû attendre, Euh, il a dû attendre sa 6e course pour marquer ses premiers points cette année. C'est quand même tard. Mais oui, oui, non, mais c'est pour ça, c'est une vraie catastrophe. Après, c'est à Donington, je crois aussi, il chute. Alors non, c'est pas Donington, c'est à Misano où il chute, il fait une rechute aussi. Il fait un podium à Donington depuis le début de saison. Réa, normalement, il devrait toujours être dans le top 5. Aujourd'hui, il se fait fesser par Locatelli, qui ne réalise pas non plus une saison exceptionnelle par rapport à ce qu'il avait montré l'an dernier. Donc là, Réa, ouais, à voir maintenant ce qu'il va faire, notamment le week-end prochain avec Manicourt. Mais non, non, pour moi, c'est la très très grosse déception Alors, de la saison. après, pour moi, je pense que il fera pas mieux la deuxième partie, enfin, cette dernière partie de saison que ce qu'il a montré, hein. Enfin, pour le coup, il y est pas, il a du mal avec sa moto. Bon, je pense pas qu'il se ressaisisse aussi vite. Là, je le vois pas clairement faire autre chose que ce qu'il a fait depuis le début de saison. Enfin, là, Bah, puis là, cette année, en tout cas à l'époque de Kawasaki, il était quand même quasiment toujours, c'était assez rare de le voir hors du top 5. Euh, c'est quand même celui qu'on appelle le recordman de victoire dans la catégorie. Et au final, cette année, il a fait 3 top 5 depuis le début de la saison. C'est tellement, c'est insignifiant par rapport à ce qu'il nous a montré. Donc, c'est assez, comme tu dis, Thibaut, déceptif. Et c'est à se poser la question aussi de ce qu'il fera l'année prochaine. Est-ce que ça veut, enfin, parce qu'il faut pas qu'il est-ce arrête. que c'est pas, est-ce que c'est pas le moment pour lui de prendre sa retraite peut-être? Parce qu'après, oui. Mais c'est la question que je me pose en fait. Là, lui maintenant, il a 37-38 ans, ça fait 15 ans qu'il est dans le paddock. Il a les enfants bon, qui grandissent aussi. Il doit se poser la question, notamment avec ce début de saison qui est catastrophique. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il arrête ou est-ce qu'il essaie de continuer? Aujourd'hui, Réa, il a plus rien à prouver. Il a tellement gagné avec la Kawa. Alors oui, peut-être, certains vont dire il a gagné grâce à Kawa et sans Kawasaki, il n'aurait jamais pu enchaîner les titres. Mais tous ses coéquipiers, depuis qu'il est arrivé en 2009 en Superbike, il les a toujours battus. Donc c'est quand même un très très grand pilote. Il a plus de 120 victoires, je crois, en Superbike, plus de 250 podiums. Enfin, le mec, il a plus rien à prouver. Donc oui, aujourd'hui, il doit se demander qu'est-ce que Bah, je je fais. pense que, comme tu dis, hein, peut-être que lui il veut juste prouver que contrairement à ce que tout le monde dit, il peut gagner sur plusieurs machines. Et que s'il a été champion, c'est pas que grâce à la Kawa. Mais le problème, c'est que, là, enfin, là, pour le coup, la Yamaha, tu peux en parler avec le MotoGP, c'est que tu as l'impression quand même qu'ils vivent un peu les mêmes galères, c'est-à-dire que tu as quand même la Yam, à part Toprak qui a su la faire fonctionner les dernières années, mais tu vois, hormis lui, les Yamaha, elles ont jamais rien fait. Et là, pour le coup, elles font rien non plus, tu vois. Ils sont même. Ouais, mais là, en Superbike, l'an dernier, Locatelli était toujours, enfin, régulièrement vers la quatrième, Oui, mais t'es pas cinquième premier. place. Donc, oui, oui, mais voilà, mais au moins, Réa pourrait au moins se battre pour le podium. On va pas me faire croire que Locatelli est meilleur que Non, on Réa. est d'accord. Voilà, c'est. Et même cette année, un Gardner, il est souvent devant Réa. Donc là aussi, bon, Gardner, je l'aime bien, mais je pense quand même que Réa est au-dessus. J'ose espérer quand même, vu le palmarès du garçon. Mais
Sinon c'est grave pour le championnat Superbike depuis 2000, Ouais, mais 2010. Egarter, il est que à 7 points de l'arrière au championnat du monde. Donc c'est que. Oui, Oui, c'est mais c'est créé, il pour a ça. quand même des soucis avec ça. C'est- On sait moi, pour moi, il a des soucis. Mais c'est pour ça que c'est catastrophique Ah, ce mais je qu'il suis fait. d'accord. Parce que pareil, avec Gerter, bon, c'est gentil, mais depuis qu'il est en Oui, Superbike, il fait quand même c'est pas de faire de la grand-chose. couleur sur la grille de départ. Hein. C'est pas foufou, quoi. Et Rea, quand même, faut se rappeler aussi, c'était le seul à l'époque qui arrivait à gagner avec la Honda. Donc quand même, il avait en 2012, enfin 2009-2012, toutes les années, il arrivait quand même à en gagner une avec la Honda, alors que personne ne gagnait avec cette moto. Donc là, bon, c'est pour ça, c'est un peu, ce début de saison est quand même très très bizarre, parce que pas grand monde ne pensait voir Rea autant en difficulté. Oui, puis comme tu disais, à côté de ça, son coéquipier, donc Locatelli, lui, il a quand même pris le dessus sur Rea, alors qu'il fait une saison moins impressionnante que l'année dernière, c'est quand même difficile. Il a terminé, lui, Locatelli, il a terminé 8 fois dans le top 5 en 21 courses, donc plus que Rea. Et l'an dernier, c'était 23 fois en 36 courses. Et Locatelli, au final, s'est retrouvé plusieurs fois 6 ou 7e. Donc, est-ce que la question qui va pas se poser aussi par rapport à la YAM, donc par rapport à la moto elle-même, est-ce qu'elle serait pas encore plus en difficulté que l'année dernière face aux autres motos, face aux Ducati en l'occurrence? C'est Mm. drôle parce que peu importe le championnat, on en revient toujours à est-ce que la Yamaha souffre par rapport à la Ducati? Ouais, mais là, cette année, il y a la BMW, il y a pas que la Ducati à battre. C'est qu'il y a d'autres teams qui sont devant Yamaha. L'année Mm. dernière, BM était derrière Yamaha. Donc forcément, tu as déjà des forces en plus. Il faut que tu te battes contre des forces en plus. C'est ça, tu as déjà une place qui est réservée à Toprak sur la BM. On a Yannone qui est là aussi, qui n'était pas là l'an dernier. Donc on a en fait deux pilotes qui arrivent à finir devant la YAM. Bon, en revanche, on a une Kawa en moins parce que Bassani, lui, il est complètement perdu. Ouais, Bassani, c'est un peu catastrophique cette année. Je sais même pas comment dire. Non, bah c'est pareil. En fait, Bah, il n'y a rien à les dire. personnes, en fait, des pilotes, ils changent de team et tu as l'impression que c'est super compliqué de se réadapter à une nouvelle moto. Ouais, t'as l'impression qu'ils savent plus faire en Ben, fait. ou Mais peut-être ça veut dire la que. question peut se poser. Enfin, c'est bête à dire, mais prends un Fabio Quartararo qui a gagné sur la Yamaha. Qu'est-ce qui nous dit que sur une Ducati il y arriverait, Mais tu c'est vois? ce que je veux Enfin, dire. Ah, bah, en tout cas, Bassani sur Ducati gagnait des courses, là il en gagne plus. Hein. Mm. Enfin, ou en tout cas, Bassani, c'est un peu comme Rinaldi. À l'époque, Rinaldi, ses premières saisons, ouais, super bon. Faut qu'il soit dans l'équipe officielle. Il peut être champion. Bon, il a été dans l'équipe officielle, il a rien fait. Bassani, ouais, on l'attendait tellement pas ces années précédentes que oui, quand il faisait un podium, c'était magnifique, c'était super. Et quand il faisait 5e, 6e, c'était déjà une bonne performance. Aujourd'hui, il est sur une Kawa officielle. On s'attend à le voir devant, jouer les top 5, jouer les podiums. Et en fait, certaines fois, il marque même pas de points. Donc, C'est catastrophique. Et Thibaut, Stéphane, vous avez parlé d'un pilote qu'on attendait avec impatience sur le retour dans le paddock cette année. Et c'est drôle parce que le jour où on enregistre cet épisode, c'est le jour, un an tout pile, où ils ont annoncé le retour de Yannone dans le paddock moto. Alors on le rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, Yannone avait été suspendu pour suspicion de dopage, suspicion avérée suite à des tests. Il avait été absent pendant 5 ans du monde de la moto et il est revenu cette année en Superbike. C'était un retour très surveillé puisqu'on l'attendait avec impatience. En tout cas, les fans avérés de MotoGP l'attendaient avec impatience. Il est remonté sur le podium en Australie. Il a fait P3 en course 1 et en Catalogne, il a fait P2 en Super Pole. Donc c'était vraiment en tout cas, moi j'en attendais beaucoup. J'en attendais beaucoup parce que la com autour du pilote était ultra poussée. Euh, Accessoirement, sa moto est incroyablement belle. Et au final, il est septième avec 129 points. Est-ce qu'il est là où vous l'attendiez, Stéphane? alors, je je l'attendais pas vraiment. Parce que après 4 ans, tu peux dire, là pour le coup, c'est un peu le plongeon d'inconnu parce que ça fait 4 ans sans. En tout cas, je pense qu'il a dû piloter, mais ça fait 4 ans sans participer à un championnat.
il revient dans un championnat qu'il connaît pas, le Superbike, hein, c'est des motos, c'est pas des motos GP. Bah, finalement, il est, oui, comme tu dis, il est septième. Il a que 8 points d'écart sur Petrucci, donc les deux Ducats non officiels. Et je trouve que c'est un super résultat pour lui. Et tellement que c'est un bon résultat, on parle de lui peut-être en MotoGP. Enfin, on parlait de lui à l'époque, on parlait de lui, pardon, là cette année pour peut-être que pour l'année prochaine, pour qu'il remplace, enfin pour le revoir en MotoGP. Donc c'est dire un peu le niveau de satisfaction en tout cas de ses patrons cette année. Ouais, après, le revoir en MotoGP, les MotoGP, c'est plus les MotoGP d'il y a Non, 5 ans. Euh, mais il y avait des rumeurs. ouais. C'est tout pareil. Ouais, chez Pramac notamment. Après, moi, tu me dis Euh, en échange un Miller Oliveira chez Pramac contre un Iannone, je te signe tout de suite, hein. ouais, je sais pas. Moi, Yannone, j'en attendais vraiment rien en début de saison parce que après 4 ans sans rouler, et là c'était même pas roulé quand même dans d'autres championnats, là il a vraiment pas roulé. Bon, c'est avec sa vie toujours mis en avant sur les réseaux sociaux, on pouvait se demander est-ce qu'il est toujours motivé pour rouler en championnat du monde. Et d'entrée en Australie, il nous fait un podium. Et depuis, alors oui, de temps en temps, il y a des courses où il n'est pas trop là, mais c'est quand même une bonne surprise. Parce qu'il a quand même 3 podiums, il a quelques top 5, mais vraiment, non, moi je m'attendais vraiment pas à le voir aussi bien. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le niveau un peu du championnat? Parce qu'un pilote qui n'a pas roulé pendant 4 ans, il arrive et dès qu'il arrive, en fait, il est capable de faire podium. Ah, Ouais, c'est qu'il est peut-être pas mauvais, hein, et qu'il a une moto pas Ouais, mais dégueulasse. bon, même quand il était en MotoGP, il était enfin, ses dernières saisons en MotoGP, alors ok, c'est l'Aprilia qui était quand même un peu en retrait, mais il était derrière Espargaro. Enfin, puis sur l'Aprilia, de toute façon, moi je l'aurais pas vu rester bien plus longtemps en MotoGP. Il aurait peut-être fait une saison de plus et ensuite il aurait sûrement été dégagé. Donc non, vraiment une très bonne surprise pour moi. ouais. Après, quand tu parles de niveau, de toute façon, ça sera toujours la même discussion qu'on peut avoir autour du Superbike, c'est l'endroit où on va retrouver des pilotes de MotoGP et Moto2 qui n'ont pas forcément brillé ou qui n'ont plus leur place en mondial MotoGP. Et du coup, forcément, la question du niveau va se poser. Ça reste des surhommes et ça reste des pilotes qui feront 10 fois mieux que nous ce qu'on ferait avec une moto. Mais oui, en effet, tu peux te poser la question du niveau du plateau. En parlant de pilote de MotoGP, celui qui a eu une saison un peu plus bancale, on va dire ça comme ça, c'est Petrucci qui est actuellement 6ème, donc pas si bancal que ça, j'exagère, avec seulement 47 points, et qui a vu un début de saison un peu compliqué parce qu'il s'est blessé à l'entraînement, grosse frayeur parce que des grosses blessures, des fractures, etc. Il se retrouve avec sa première victoire la première victoire du team, au-delà de sa première victoire à lui, volée entre guillemets par son remplaçant. Thibaut avait noté au conducteur de bien citer la personne parce que c'est probablement son seul moment de gloire. C'était Nicola Spinelli. Donc Nicola Spinelli qui gagne avec le team de Petrucci pendant que Petrucci est en rémission, c'est pas le bon terme, Convalescence. en convalescence. Donc voilà, ça, c'était le début de saison un peu compliqué pour Petrucci. Il est revenu depuis. Qu'est-ce que vous pensez de cette saison pour lui? Alors pour moi, alors ouais, Spinelli, c'est peut-être le plus grand exploit de l'histoire du Superbike. Le mec, il arrive, il découvre le Superbike, il n'a jamais roulé en Superbike mondial. Et première course, il gagne. Alors bon, c'était des conditions plus que particulières. Il a pas voulu changer de pneus, tout ça, mais enfin, c'est complètement fou ce qui lui est arrivé. Et puis bah tant mieux pour lui, hein, parce que bon, après, d'habitude, on le voit en Moto E où il est pas mauvais non plus, mais là, c'est vrai, arriver sur ta première course gagnée, bon, c'est super pour lui. Et pour Petrucci, ouais, une saison un peu pas, enfin moyenne, moyenne. Il est tout le temps dans le top 10. On le voit jamais, il chute pas. Enfin, c'est pas un pilote qui se rate vraiment, mais il est anonyme, on va dire, souvent vers la 7, 8, 9e place. Et c'est vrai que des fois, on l'attend quand même mieux. Enfin, moi, j'en attendais quand même un peu mieux. Je m'attendais plus souvent à le voir à se battre pour le top 5. Ouais, moi je trouve qu'il est plus ou moins à sa place par rapport à l'année dernière, hein, tu vois, il y a- Oh, mais il n'y a pas d'évolution par rapport à l'année dernière. Enfin,
c'est un peu comme l'année dernière. L'année dernière, ils découvraient un peu notamment les circuits, certains circuits. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'a pas une grosse évolution par rapport à l'an dernier. En fait, il est à sa place, tout Bon, après, simplement. il a sa place avec le matériel qu'on lui fournit aussi, tu vois. Il a quand même une moto privée, c'est pas. Bon, même si derrière, il y a un peu de Ducati officiel, mais il a quand même pas les mêmes moyens que les autres. Donc, là, cette année, hein, c'est le premier des non officiels au championnat du monde. Donc, Ouais, je suis assez d'accord avec vous deux, je vais pas vous paraphraser. De toute façon, on verra ce que ça donne sur la deuxième partie de saison. Là, on arrive à Manicourt. Donc, ils ont encore un peu de temps pour prouver les choses. Spinelli, en effet, comme tu disais, Thibaut, c'était à Assen. Et cette course était folle. Si les personnes qui nous écoutent n'ont pas vu cette course, s'il vous plaît, allez la voir. Parce qu'elle vaut vraiment le détour. Vraiment. C'était une course où on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder, quoi. Mais c'était vraiment chouette à regarder. C'était cool pour Spinelli d'avoir cette victoire. C'était assez drôle toute la partie médiatique qu'il y a eu derrière de Petrucci n'a pas communiqué tout de suite sur la victoire du team. Et c'était assez drôle parce que tout le monde disait ah non, non, mais il doit juste être complètement dégoûté d'avoir pas gagné cette première victoire avec le team et que ce soit son remplaçant qui l'ait gagné. Bon, ça fait partie du jeu. Et quand on parle de pilotes qui ont un début de saison moyenne, voire catastrophique, moi je pense surtout à Lequana. Lequana qui était absent en début de saison pour blessure et difficilement dans le top 10 pour cette saison. Donc c'est un peu compliqué pour Honda. Honda a déclaré récemment, juste avant Portimao, que le pneu de développement qu'ils ont reçu de Pirelli est de mieux en mieux adapté à la moto et aux conditions qu'ils rencontrent en ce moment, donc conditions compliquées, et que ça allait dans le bon sens. Et il déclare aussi que c'est quelque chose à laquelle il s'attendait parce que normalement, dans les conditions où ils ont testé le pneu avec des conditions météorologiques normales, c'était plus facile. Voilà. Et que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas si mal parce que la température avait un peu baissé lorsqu'ils ont testé le pneu. C'était à Portimao, il me semble. Et qu'avec le vent, c'était plus facile. Il disait que du coup, c'était plus simple pour lui d'aller essayer d'attraper les top 10. Bon, si tout repose sur le pneu, ça va être compliqué quand même pour eux de gagner. Et ils avaient fait 12e. Enfin, Lecona a fait 12e, il me semble, à Portimao durant le week-end. En tout cas, pour moi, Lecona, c'est une grosse déception cette année encore. C'est pas évident pour lui et c'est pas là où j'aurais aimé le voir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, parce que c'est quand même un des pilotes que moi j'affectionne, mais qui dans l'ensemble du plateau est assez random. alors après, en vrai, c'est pas une question de l'éconopass, c'est que là, pour le coup, lui comme Biarré, ils ont une moto, enfin, ils ont pas une bonne moto, quoi, il faut le dire. Et depuis qu'on on en parlait avant avec Thibaut, de toute façon, depuis qu'on est revenu, voilà, ils avaient fait une moto, soi-disant, pour tout casser en Superbike, ils avaient fait la moto. Bah, finalement, ils se sont trompés, parce que la moto, elle est pas bonne. Et depuis le début, de toute façon, tu prends n'importe qui, la Honda, elle avance pas vraiment. Ils ont même mis Bautista, il a jamais eu de gros résultats avec. Donc là, pour le coup, je te trouve dur avec les Kena parce que je pense qu'il est au même niveau que Biarré, les deux, enfin, ils peuvent pas tirer mieux de ce qu'ils ont, quoi. Mm. Ouais, non, c'est Ouais, plus que les Kona, pour moi, c'est Honda, enfin, le gros problème. Alors bon, on va dire que c'est mieux qu'en MotoGP, mais c'est quand même une cata. Enfin, ils ont quand même un bon duo, les Kona Vierre, deux pilotes qui en Moto 2 étaient, enfin, quand même des bons pilotes de Moto 2. J'attendais quand même beaucoup d'eux il y a 2 ans, et en fait, là, depuis 2 ans, ils n'ont pas du tout progressé. Enfin, ouais, on fait toujours à peu près 10, 12. Quand ils sont dans le top 10, c'est bientôt un exploit. Enfin, c'est pas normal pour Honda de voir ça. Donc, non, très difficile pour Honda. Faut quand même se dire, on a dû attendre la Portimao, donc c'est la septième course de la saison, septième week-end de la saison, pour voir virer dans le top 10. Enfin, mieux que dixième. Donc c'est quand même, c'est pas normal, parce que le talent des deux pilotes, ils devraient quand même terminer devant des Algerter, des Gerloff, des Bassani assez régulièrement. Et aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Bah, de toute façon, Honda devrait être à la place de Petrucci et Iannone, hein.
c'est quand même des motos officielles devraient être à leur place dans les premiers. Là, ils sont derrière les pilotes, comment ça s'appelle, les pilotes des clubs privés, donc c'est pas normal. En fait, faudrait regarder Honda depuis quand ils n'ont pas gagné en Superbike. Je me souviens plus si Bautista avait gagné dans la saison avec Honda, mais alors je me rappelle, il y avait une victoire de Nicky Hayden sous la pluie un peu par hasard quand il était en Superbike, mais sinon, ça date peut-être de 2010 ou 2012. Non, Honda, c'est une catastrophe depuis des années et elle n'y arrive pas de toute façon. De 2010, tu parles d'une saison où il y avait encore Max Biaggi et Sheikha, hein. Bah ouais, mais ça serait vraiment à regarder, mais je pense, enfin ouais, comme ça, je sais plus si on enlève la victoire à la Dayton qui devait être en 2015-2016. Depuis, je sais pas s'ils en ont gagné, enfin ils avaient dû gagner avant, ça devait être Réa, mais c'est tout. Donc ce qui prouve quand même que bientôt 10 ans, enfin plus de 10 ans sans gagner, bon, c'est pas la faute des pilotes. Et on avait vu à une période, tu avais Bradle qui était là. Bradle, il avait rien fait. Et au final, bon, en MotoGP, on voit qu'en pilote test, il est pas non plus si catastrophique que ça. Mais attends, 2010, c'était qui chez Honda comme pilote? Bah, tu devais avoir Réa, tu devais avoir du Aslam, peut-être Cheka, enfin des pilotes comme ça. Mais oui, faudrait regarder un peu plus voilà, dans le détail. Mais je pense que c'est à peu près cette période-là, Ouais, hein. non, parce qu'en plus, non, Sheikha était sur une Ducat en Ouais, 2010. bah, tu vois, bah, de toute façon, Réa est arrivé chez Kawa en Réa, il a 2015. gagné Donc des la courses dernière, avec Honda en 2010, aux ouais, bah, Pays-Bas, non, en ses premiers, 2014. après En Tchécoslovaquie,2014, de Allemagne. toute façon, Réa était encore chez Honda. Et comme il gagnait au moins une course chaque année, donc oui, si on enlève depuis 2014, ils n'ont pas dû gagner, ils ont dû gagner une victoire avec Hayden. Mais de mémoire, si je te dis pas de bêtises, et ceux qui nous écoutent pourront aller écouter, il me semble, si c'est bien Réa qui était sur Honda en 2010, qu'il avait gagné ce circuit dont j'oublie toujours le nom, Nürburgring. C'était en Allemagne, il a Peut-être gagné, alors bien. je sais pas si c'était au Nürburgring à l'époque, mais effectivement, il a gagné en Allemagne en Ah oui, 2010. mais Réa gagnait quand même, enfin, gagnait quand même deux temps. Enfin, chaque année, il arrivait à gagner, donc de 2009 à 2014, chaque année, il en gagnait au moins une avec la Honda. Donc oui, après. Mais il me semble que c'est ça, hein, mais après à vérifier parce que cette course en Allemagne n'était pas. Il me semble que enfin, c'était compliqué comme course parce qu'il y avait eu de mémoire, je fouille dans ma mémoire, mais de mémoire, il y avait eu 14 pilotes qui avaient passé la ligne d'arrivée sur l'ensemble du plateau, donc c'était pas énorme non plus, donc c'était des conditions un peu particulières, mais T'es resté sur la moto, c'est pas grave, il faut. oui, c'est vrai. Enfin voilà, du coup, en tout cas, pour en finir avec la page Honda, c'est vrai que c'est compliqué pour eux et qu'il va falloir peut-être songer à trouver quelque chose pour aller dans le bon sens sur les saisons à venir parce que ça devient vraiment compliqué. Ils ont une belle moto, une belle livrée, mais si elle avance pas. Il y a un pilote dont moi j'étais curieuse de voir aussi son arrivée cette année. Un pilote dont on avait tendance à un petit peu se moquer gentiment quand il était en Moto 2. Vous vous en doutez, c'est Sam Loves qui faisait son arrivée tant attendue en World Superbike cette année, après plusieurs saisons en Moto 2 avec des victoires et des podiums chez Marc VDS, mais aussi beaucoup de chutes. On pouvait se demander en début d'année quel Sam on allait avoir sur la piste. Et surtout, c'était l'arrivée de toute l'équipe Marc VDS dans la compétition avec une Ducati en Superbike. Et pour Loves, les premiers tours de roue étaient convaincants, mais comme trop souvent pour lui, il a encore goûté au bitume avec une grosse chute à Most, une fracture de la clavicule et surtout un forfait pour Portimao. Et malgré seulement à mettre entre guillemets 4 abandons, il n'arrive jamais à être constant sur une course, puisqu'il compte que 5 top 10 jusqu'à présent. À voir s'il est déclaré fit pour son retour à Magny-Cours et ce que ça donne, mais pour l'instant, pour moi, il fait pas mieux qu'en Moto 2, quoi. Il y a toujours un entre-deux et c'est compliqué pour lui, quoi. Ouais, pour moi, c'est une déception. Bon, pas dire une grosse déception, mais je m'attendais quand même à ce qu'il fasse mieux. Quand même, on voyait en Moto 2, il était capable de gagner, de faire des podiums, même si, comme tu le dis,
Ça dépendait des saisons. Des saisons, il était tout le temps par terre, d'autres saisons, il était souvent dans le top 5. Et là, en fait, il est un peu anonyme, on le voit pas trop, hein. On le voit, et je m'attendais vraiment à le voir assez rapidement, ouais, dans le top 5, top 7. Et c'est pas le cas, en fait. Il est anonyme pour moi. Mais toi, Stéphane, t'as un avis Je savais, sur l'anglais qu'on ouais, attendait? je savais pas trop quoi attendre de lui, parce que c'est pareil, tu repars du Moto 2, tu reviens au mondial, bon, ok. Et finalement, tu dis que oui, c'est pas une saison folle parce qu'il a la même Ducati que Petrucci et Iannone, et puis il est tellement loin d'eux. Et comme tu disais, il est tellement tombé, il s'est fait mal, donc voilà, pour cette saison oubliée, et puis peut-être repartir l'année prochaine de zéro et voir s'il peut mieux faire. Ouais, bah, après, encore une fois, on va attendre de voir ce que ça donne sur la deuxième partie de saison, mais ouais, c'est pas ce qu'on attendait de lui. Après, au classement, il est 16e avec 40 points. Donc il est quand même très loin. Après, il est blessé. Euh, mais du coup, après, faut pas oublier, on est peut-être un peu dur parce qu'il faut pas oublier que VDS, Marc VDS, c'est leur première saison du coup dans le championnat, dans la catégorie. Donc même s'ils étaient en Moto 2, même s'ils ont l'habitude de la compétition, c'est aussi un univers différent de ce qu'ils avaient l'habitude et s'il y a moins de courses, donc moins aussi d'occasions de marquer des points et de se rattraper quand on fait des grosses erreurs. Et les blessures coûtent cher aussi. Oui, en fait, j'ai envie de dire, Sam Loves, c'est le Sam Loves qu'on a connu pendant des Bah années. c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, on n'a pas de surprise, malheureusement. C'est ni mauvaise surprise, ni très bonne surprise. Alors, la seule, on va dire, mauvaise surprise, c'est qu'il n'a pas encore été sur le podium. Mais sinon, oui, de temps en temps, il est par terre. De temps en temps, il se rate complètement. De temps en temps, il est aux alentours de la cinquième place, 5 sixième place. Des fois vers la 10e place. Enfin, ça fait 10 ans qu'il est inconstant et qu'il n'arrive pas à enchaîner vraiment une saison entière en étant toujours devant. Voilà, donc non, au final, c'est pas une surprise. Oui, non, je vais pas te paraphraser, mais je suis assez d'accord avec toi, Thibaut. Euh, Celui dont on a pas mal parlé aussi dans les médias dernièrement, parce que rumeur de retour en MotoGP, comme d'habitude, on adore faire revenir dans des mondes parallèles des pilotes qui sont partis en Superbike, les faire revenir en MotoGP. C'est Gardner. Gardner, on va passer rapidement dessus, mais il a eu un début de saison, lui, assez mitigé. À Assen, il fait podium. À Donington, il part en première ligne, mais bon, bah, il fait que perdre des places. Et en République tchèque, il fait deux belles courses. Et à Portimao, si je dis pas de bêtises, il se qualifie 14e. En fait, il est pas si loin quand tu le vois. Il est pas si loin des meilleurs, mais il est pas assez constant. Et il faut réussir bah, à enchaîner des bons week-ends. Et réussir à passer un cap que Locatelli par exemple a réussi à passer. Donc il y a des choses à gratter, j'ai l'impression pour lui, mais on n'y est pas encore. Ouais, pour moi, il lui manque un petit truc encore à Gardner pour faire vraiment mieux. Mais il est quand même régulièrement, il arrive à être vers la cinquième, sixième place. Et aujourd'hui, en fait, il est pas si loin que ça de Locatelli, hein, régulièrement, il est devant Locatelli. Une course sur deux, il finit devant Locatelli, qui l'an dernier avait fait une très bonne saison. Gardner, c'est sa deuxième saison en Superbike, donc à voir maintenant comment il va terminer la saison. Là, bon, à Portimao, il était vraiment, enfin, il a fait un week-end un peu pourri, mais sinon, il était quand même, il était toujours bien dans le top 10. Donc, pour moi, ouais, j'attends de le voir sur la deuxième partie de saison. Il fait mieux que Réach, Yamaha, hein. Oui. Bah oui, Il est pas mal, bon, c'est vrai que tu t'attendais un petit peu mieux, mais bon, ça, il tient sa place, quoi. Il est quand même dans le deuxième team Yamaha, il est pas chez le team Prime, on va dire. C'est le deuxième pilote, il fait des trucs intéressants. Pour preuve, ils l'ont refait rouler en MotoGP. Voilà, globalement, on a fait un peu le tour, des pilotes Superbike et de d'où ils en sont cette année. Si on fait un point au classement général, du coup, on a Toprak qui est avec 365 points en tête, Bouliga avec 273, Bautista avec 223, donc, et Alex Loves avec 213. Donc ça, c'est vraiment les quatre qui se battent pour le podium final. Derrière, on va avoir Locatelli à la cinquième place, suivi de Petrucci, Iannone, Gardner, Van der Mark et Rea qui vient clôturer le top 10 du classement général. Dans les pilotes sur lesquels on pouvait avoir
par un œil parce qu'on connaît leur nom ou simplement parce qu'ils ont fait des choses à un moment donné, on va avoir Redding qui est à la 14e place, Sam Lowe, lui qui est 13e, Rinaldi qui est 17e, ou encore des pilotes qu'on a pu voir rouler dans des types français comme Philippe Autel qui est 22e ou Bradley Ray qui est 24e. Donc c'est assez divers et variés cette saison sur le classement. Il y a des choses qu'on attendait, des choses qu'on n'attendait pas. Le début de saison, en tout cas 2024, a été marqué par des batailles acharnées, des développements inattendus, parce que ça, on ne l'a pas précisé quand on reparlait de Bautista, mais il y a aussi le fait que le lest imposé cette année joue aussi sur les performances, en l'occurrence de Bautista, il l'a dit. Des petits pilotes, parce qu'en fait, ils ont lesté pour que les petits pilotes soient moins avantagés sur leur moto que les grands pilotes. Et ils avaient qu'à être plus grands aussi. Ah ouais, mais bon, faut pour les grands aussi, il n'y a pas que les petits. Oui, c'est vrai. Mais voilà, bon, du coup, ça a joué. Et surtout, on a une grille qui est en pleine évolution et qui maintiennent les fans de Superbike en haleine, puisque le mercato, comme en MotoGP, a commencé du côté du Superbike pour l'année prochaine. On a l'équipe Bonovo, Bonovo Action BMW, qui se retire complètement du championnat après 4 années de participation. Est-ce que c'est un avantage ou pas pour BMW? Est-ce qu'ils vont concentrer les moyens du coup sur le team officiel? On ne sait pas. Mais donc ça fait partie de ce qui est en train de se passer dans le plateau. Du côté de Ducati, il y a Foti, du coup le team manager, qui lui a déclaré qu'il pense que avant la fin du mois d'août, ils finaliseront tout. Alors le mois d'août, la fin du mois d'août c'était hier, Manicourt c'est la semaine prochaine, donc on aura sûrement un peu plus de nouvelles au niveau du mercato. La nouvelle dont on a pu entendre parler, c'est que Gerloff, lui, sera chez Kawasaki Puccetti l'année prochaine et que le team aimerait avoir une deuxième moto en 2025. Donc voilà, ça c'est le gros nom pour lui. Après, du côté du plateau dans sa globalité, on sait que Boulega reste chez Aruba avec Ducati. Au HRC, on sait qu'on reste avec Leconia et Virgé l'année prochaine. Barni garde Petrucci. Chez Yamaha, on garde Locatelli et Rea. On a dans le team BBK, du coup, Alex Loves et Bassani qui ne bougent pas. BMW garde toujours Toprak et Vandermark. En même temps, pourquoi changer une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Et comme je viens de le dire, Gerloff reste chez Kawasaki. Donc ça, c'est un peu le plateau à venir pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent, Thibaut? Non, pas trop de surprises. Là, de toute façon, toutes les grosses équipes ont déjà signé leurs pilotes. Contrairement à certaines années où on a vraiment des changements, là, on devrait avoir très peu de changements dans les gros. Maintenant, il restera toujours les places dans les équipes que personne ne veut. Donc là, Gerloff, j'ai envie de lui dire bon courage chez Kawasaki Puccetti. C'est vraiment pour rester là, c'est resté pour rester. Ouais, non, mais là, c'est vrai que non, on devrait pas avoir trop de changements l'an prochain. Non, moi, la seule surprise, c'était l'arrêt de Bonovo. Ouais, ça c'était assez surprenant. Après, est-ce que c'est pas pour concentrer les moyens sur Toprak et garder un pilote comme Guintoli en développement? Ouais, je sais pas, parce que Bonovo a dit qu'ils avaient plus trop d'argent c'est que le patron il avait des problèmes de santé, si j'ai pas de bêtises, peut-être je dis des bêtises, hein. Et du coup, il préférait arrêter. Ouais, je crois. Après, c'est comme souvent avec BM, hein, c'est pas la première fois. Ils viennent, ils partent, on va mettre des moyens, finalement on n'en met pas. Enfin, il y a eu déjà plusieurs fois, notamment avec Loris Baz lors de sa première année chez BM, où en cours d'année il s'est retrouvé bientôt, il avait vu que la moto, les pneus, et il devait se débrouiller. Donc non, après c'est un peu BMW. Des fois, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Donc là, c'est sûr, ils vont rester, ils vont donner les moyens parce que Toprak est là. Maintenant, si demain Toprak n'est plus là, que fera BM? Ça, c'est la bonne question. Ouais, ça c'est. Ils feront monter Kenny Forêt en Superbike. Et d'ailleurs, il y a aussi Gardner qui a été mentionné dans la presse comme ayant une option pour 2025 avec GRT Yamaha. Et Agarter aurait apparemment les conditions réunies pour rester dans son équipe.
Donc ça, pareil, c'est encore des rumeurs, mais je pense qu'avec la manche française qui arrive début septembre, on aura plus d'infos sur le mercato Superbike. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette catégorie, les garçons, avant qu'on passe rapidement sur le Super Sport 600? Ok, super. Sur le 800, on va être assez rapide. On va d'abord faire un petit point au championnat, puisque on s'attendait, au vu de la fin de saison dernière et à ce qu'on entendait dire dans les médias, à une domination de Manzi. Mais bon, bah, il semblerait que c'est pas le cas, puisqu'il ne devait pas s'attendre à que Vertas et Montella prennent autant l'avantage sur lui. Et il est donc au championnat troisième avec 219 points, précédé par Huertas qui est en tête pour le titre avec 260 points, Montella avec 240. Et à la quatrième place, on retrouve un de nos Français qui n'est autre que Valentin Debise avec 156 points, quand Lucas Mayas, lui, est neuvième avec 81 points. Donc ça, c'est un peu le point au championnat. Derrière, complète le top 10, donc à la cinquième place, Schroeter, suivi par Navarro, Caricasulo, Van Stralen, donc Mayas, comme je le disais, à la neuvième place, et Tully, dixième. Et après, s'ensuit les autres, Sofoglou, Bélis, Honshu, Bofamos, je ne sais pas le prononcer, McPhee, Antonelli, Corsi, Edwards, Baldassari, Ruiz, Toba et encore beaucoup d'autres. Ils sont trop dans cette catégorie. Ils sont beaucoup. Comme je viens de le citer, on retrouve Baldassari cette saison qui a quitté le GMT l'année dernière pour repasser en 600, très loin au classement puisqu'il est 19e avec 21 points. Donc voilà. Est-ce que vous avez un peu suivi la catégorie 600 cette année, les garçons? Moi j'ai suivi, et je trouve que, alors bon, bah, si on peut attaquer, hein, donc on va parler je pense que des Français, Cocorico. Donc on avait Debise qui était au GMT l'année dernière, qui s'est fait recruter par le team Evan Bros. Et en fait, on s'aperçoit que ce changement il a été bénéfique parce que là, il est, comme tu dis, quatrième au championnat. Il fait 4 podiums, pardon, ce qui est plutôt pas mal, et beaucoup de cinquième place. Et je trouve que bah, on le voit plus, il est plus là, et il est mieux que l'année dernière. Donc c'était un bon transfert pour lui, et on connaît Van Bros parce que à l'époque ils étaient sponsorisés par Bardal, et qui ont fait beaucoup de mal à notre ami Jules Cluzel à l'époque. Donc il les ken dans un super team, et corrélé à son bon pilotage, bah, je trouve que c'est pas mal. Oui, et puis comme tu dis, Debise, on a l'impression que le changement l'a un peu libéré. Évidemment, on ne sait jamais comment ça se passe dans les teams, on n'est pas dans les petits papiers et en interne. Mais peut-être que le fait de ne pas être dans un team français lui enlève aussi une pression, entre guillemets, de devoir être le représentant français. Moi, j'ai l'impression aussi, de ce qu'on envoie de l'extérieur, de ce qu'on envoie sur ce qui renvoie sur les réseaux sociaux, que le duel un petit peu fratricide entre les deux Français, entre lui et Lucas Mayas, rajoute un peu d'adrénaline et de compétition à celui qui sera le meilleur, et du coup ça pousse aussi à le faire ça. On le sait, Debis c'est un compétiteur, il a envie de gagner, il a bien raison parce que comme tu le disais, il fait beaucoup de podiums. Il était sur le podium à Portimao, en République tchèque, il y était également à Assen et à Émilie-Romagne, donc il marque des points. On espère qu'il fera Manicourt parce qu'il connaît très bien la piste. Oui, à Manicourt, on On espère qu'il espère, fera on comme croise les doigts. l'année dernière, il a fini troisième et deuxième. C'est ça. Donc ouais, on espère avoir des belles choses. Et moi, je le trouve, en tout cas, de ce qu'il en dégage, moins fermé. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais cette année, il s'est mis à faire des vlogs chaque week-end de course. Donc, il montre un peu plus en détail ce qu'il fait, il montre un peu plus l'univers du Superbike et tout ce que ça implique. Et surtout, il fait des débriefs de ses courses après chaque week-end de course. Et c'est trop intéressant. Ce mec a une tête en mécanique, etc. C'est dingue. Alors comme je disais, peut-être qu'il est plus libéré. Pourquoi? Peut-être que ça se passait mal avec dans le GMT, peut-être que ça se passait mal avec Guillaume. Quand il est parti, il avait mis que il quittait l'aventure GMT pour des problèmes, c'était marqué philosophiques, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, peut-être il partait pas pour aller, enfin, il partait pas pour aller mieux au départ, il partait parce qu'il fallait qu'il parte.
Donc, grâce à ses résultats de l'année dernière, quand même, donc il a réussi à aller chez Evan Bros. Et c'est vrai que peut-être que c'est un team un peu plus funky, hein, comme ça, qui l'autorise de faire plus de vlogs, de parler plus de lui, plus de la moto, plus de l'univers mondial super sport, ou pas. Mais en tout cas, c'est l'effet qu'on a de l'extérieur. Ouais. Thibaut, t'as ce ressenti-là un peu aussi, toi? Ouais, alors De Bise aujourd'hui, c'est top 5 championnat tout le temps. Enfin, quand il part au début d'une course, on sait qu'il va jouer le top 5. Il a joué le podium quelques fois, donc il a fait 4 podiums. Maintenant, il lui manque vraiment pas grand-chose. Il lui manque encore le petit truc pour gagner, mais j'ai l'impression qu'il a progressé quand même par rapport à l'année dernière. Alors, est-ce que c'est un réel progrès du pilote? Est-ce que c'est la moto ou l'équipe lui convient mieux? Ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ouais, De Bis, c'est un pilote, on sait en début de week-end qu'il sera là. Un peu derrière un Huertas, Montella qui sont quand même au-dessus. Mais pour la troisième place, on sait qu'il peut jouer. Alors que c'est vrai que côté Lucas Mayas et JMT, bon, c'est plus difficile. Un seul podium pour Lucas à Barcelone. Euh, Plusieurs courses, ouais, un peu en retrait, mais j'ai envie de dire, c'est tout le GMT, que ce soit en Superbike ou en Supersport depuis 2-3 ans où c'est difficile. Donc on espère quand même qu'ils vont réussir à repartir de l'avant, que la saison se termine mieux pour le GMT, notamment dès le week-end prochain à Manicourt. Comme tu dis, peut-être qu'il y a le côté équipe, parce que c'est vrai que Evan Bros, à l'époque, ils ont fait quand même beaucoup de mal au GMT quand Crisel se battait avec Krummenarer, si je dis pas de bêtises. Et on pensait à l'époque Ouais, Krummenarer, ouais, on pensait à Caricasulo, l'époque il y qu'ils n'avaient pas les avait. mêmes motos, mais ils avaient vraiment les mêmes motos. Bah, les pilotes se valaient, et quand tu discutes un petit peu à droite à gauche, ben, on te dit que certains mécanos des Van Bros sont un poil au-dessus en termes de mise au point que ceux du GMT, et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence et qui fait que Valentin, en plus du reste, est un poil au-dessus de ce qu'il faisait les années avant avec l'écurie française. Ouais, il y a encore un peu de chemin à faire probablement pour eux. Après, ils sont là aussi. Enfin, comme tu dis, Mayas, il a fait un podium cette saison. Il revient. Il y a encore plein de choses à faire. Mais voilà, nous en tout cas, je trouve que le duel de Biz Mayas, même si duel qui en réalité c'est pas vraiment un duel, mais le fait d'avoir deux Français sur le circuit, d'avoir deux Français dans le paddock, et ça donne un autre intérêt aussi pour le public français de suivre la compétition et de suivre la catégorie 600, parce qu'encore une fois c'est une catégorie qui est délaissée par tout le monde, entre guillemets. C'est comme le Moto 2, le Moto 3, c'est que tout le monde s'intéresse au Superbike, mais ils oublient très vite qu'on a des belles batailles aussi en 600. Donc je trouve que c'est pas mal aussi, ça ramène un peu de fraîcheur. Et encore une fois, vraiment, Debise apporte, en tout cas, je parle que sur le prisme français, parce que à l'étranger, je sais pas à quel point c'est suivi. Je sais qu'en Italie, le Superbike, c'est quasiment autant suivi qu'en MotoGP, pour avoir encore rencontré des Italiens pendant mes vacances cette année. Quand on parle de moto, ils te parlent très vite de Superbike et pas forcément tout de suite de MotoGP, ce qui est assez drôle. Mais en tout cas, sur le prisme français, il apporte un truc où du coup, c'est intéressant de suivre parce qu'il n'a pas de filtre, entre guillemets, il cache pas grand-chose, il explique bien les choses, etc. Donc c'est vraiment agréable, je trouve, encore plus cette année que l'année dernière. Ouais, mais je pense moi aussi c'est ce qui a fait un peu du mal à la carrière de Debise, justement dire un peu ce qu'il pense. Malheureusement, bon, dans ce monde-là, enfin comme dans n'importe quel monde professionnel, hein, on peut pas trop dire tout ce qu'on pense, mais ça a quand même toujours été un très bon pilote et je pense qu'il aurait pu vraiment avoir une meilleure carrière, notamment en Superbike, parce il était quand même parti, il faut pas oublier, il est parti pendant plusieurs saisons aux États-Unis. Enfin, il était toujours un peu tout seul, hein. Ouais, mais ça va peut-être fait du. En quelque sorte, il s'est toujours démerdé pour faire la Peut-être saison. Il y a un super épisode sur Valentin Devise, sur un super podcast qui s'appelle C'est qui en pôle d'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus. Thibaut, je pense que tu devrais l'écouter. Il me semble que j'avais déjà dû l'écouter, je je devrais pense. écouter. Et aussi, en parlant de français et en parlant de la catégorie 600, il y a Manicourt, du coup, comme on l'a dit, on enregistre juste avant, qui aura lieu le premier week-end de septembre, du 6 au 8, donc le deuxième
week-end de septembre, pardon, pour la manche française. Et on aura 3 wildcards en 600, ce qui fait qu'on aura 5 pilotes français sur la grille. Les pilotes qui seront présents seront Alexis Négrier qui a remporté des courses cette année en FSVK, qui se place très bien dans le classement, qui a été impérial sous la pluie en début de saison, et qui a remporté la wildcard offerte tous les ans Alors, pour rouler. dans l'absolu, je peux juste faire une petite parenthèse, c'est qu'en fait, le GMT, avec l'aide de la Fédération française et de la Mutuelle du Motard, accordé la wildcard au leader du championnat de France 600 avant Carole. Or, c'était pas Négrier, c'était Perolari. Mais comme Perolari a eu Ah oui, en 600. Eh oui, attention. Comme Perolari, en fait, a eu le soutien du HRC pour rouler avec son team en wildcard à Magny-Cours, du coup, c'est le second du championnat cette année qui a la wildcard et non pas le premier. On fin de la parenthèse. Oui, non, mais c'est bien que tu le précises. Et du coup, Alexis Négrier, comme je disais, va rouler. Et en effet, on aura Corentin Perolari qui va rouler sous les couleurs de Honda. Donc avec son incroyable moto exceptionnellement magnifique. J'ai une passion pour les Honda, mais c'est dramatique. Donc il va rouler à Magny-Cours. Et Enzo de la Vega a pu obtenir exceptionnellement également une wildcard. Donc on se retrouve avec 3 Français qui se font la bagarre en FSBK, qui vont se faire la bagarre à Magny-Cours en Super Sport 600. Donc c'est vraiment très chouette. Stéphane, tu as eu l'occasion de discuter pas mal avec eux à Carole le week-end dernier. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ce que vous vous êtes dit à ce propos? Alors, pour la Vega, donc, j'ai eu l'occasion de demander voilà, comment il a fait pour être en wildcard, donc ça, je peux pas répondre. Pour Corentin Perolari, bah, c'est que comme il a super performé, on a dit allez, on a l'appui du HRC, du HRC, donc on va prendre ta moto du FSBK 600, on va la préparer pour le mondial, donc tu vas avoir la chance de rouler un mondial, donc il faut pas oublier que Perolari a déjà roulé 2 ans et demi en mondial avec le GMT, il a fini 8e et 6e, donc les 2 saisons complètes qu'il a pu faire, il a fait quelques podiums. Donc là, c'est quand même une catégorie poney, et il n'était pas non plus ridicule, hein. Enfin, il jouait souvent le top 5. Quant à Alexis Négrier, donc lui, il va rouler avec le GMT, avec le même matériel que Lucas Mayas. Donc, en écoutant un peu tout le monde, c'est que Alexis Négrier, lui, va quand même essayer de beaucoup apprendre, parce que, comme tu disais, il avait un super début de saison, mais il a été très fort sur piste mouillée. Et sur piste sèche, pardon, il a un peu plus de mal en cette fin de saison en 600. Donc voilà, lui, il attend de se faire plaisir, d'apprendre, de voir un peu ce que c'est le niveau international. Tant qu'à 40, par contre, Corentin Perolari, lui, je pense qu'il vise clairement le top 10 et je pense qu'il veut se faire voir. Eh ben, on l'espère, et puis il le mérite. Enfin, Il le mérite. il fait des courses impressionnantes. Petit aparté, mais le week-end dernier, il était du coup à Carole pour le FSBK. Il prend des départs stratosphériques. Sur la course, il a pris un excellent départ. Il est remonté. Bon, après, Carole, c'est petit, c'est sinueux, etc., etc. Mais il est remonté jusque. Il avait un tour d'avance jusqu'à Justine Penmont qui était 14e. Si la course avait continué, il aurait facile remonté beaucoup plus. Enfin, il est vraiment très impressionnant sur la piste. Il est très fort. Mais voilà, en tout cas, on va avoir 5 pilotes français au World Superbike la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est vraiment l'occasion de regarder parce que c'est une belle représentation. C'est aussi, pour une fois, on a des pilotes français qui sont en nombre, donc c'est chouette. Et puis, c'est des bons pilotes. On va avoir des pilotes, comme tu le disais, qui vont apprendre. Alexis Négrier. Je pense que l'idée, c'est quand même d'y aller en se disant, ok, je roule en mondial et je prends ce qu'il y a à prendre. Comme tu dis, Perolari, il va le couteau entre les dents. Mais pour eux, c'est un avantage dingue et une chance folle. Et à côté de ça, on a Debise et Mayas qui vont continuer à essayer d'aller gratter des points. Et Debise, on l'espère, sur le podium. Donc ça va être une belle fête pour le sport moto en France. Ce qui est bien pour Perolari, je trouve la parole, c'est qu'il vient avec une marque aussi différente. Donc c'est bien, oui, avec une Honda, donc tu vois, c'est bien parce que c'est ça qui va être difficile. En plus.
Mais après, attention, les Honda, quand même, en super sport, cette année, on n'en a pas. Donc, est-ce qu'ils risquent pas d'être un peu plus en Il y a difficulté Keito Toba par rapport au. qui a la Honda, mais lui, il est superbe. Ils ont tout. Il y a une Honda qui roule. Si, il y a un team. Si, il y a Et Keito qui a Toba. un pilote, après un pilote malais. Allez-y. Bon, en tout cas, oui, c'est sûr que ça va pas être une partie de plaisir et ça va pas être finger in the nose, mais en tout cas, s'il a déjà la détermination et l'appui de son team derrière, ça peut déjà faire des bonnes choses. Et j'ai du mal à me dire qu'il sera moins bon qu'un Dalla Porta, par exemple. On sait que du point de vue pilotage, il est bon parce qu'il est déjà montré dans cette catégorie et qu'il était là. Ouais, il la connaît, ouais, il connaît l'environnement, il connaît le circuit, il connaît tout. Maintenant, voilà, il faut que derrière la préparation de la moto suive. Donc, apparemment, ça devrait suivre, mais bon, c'est toujours pareil. Ils ont peut-être pas la même puissance de tir ou font en tout cas le même, comment ça s'appelle, le bagage technique pour l'instant que ce que peut avoir les Ducati ou les Yamaha de Manzi ou de 210. Ouais, pour le pilote, on sait qu'il est capable d'être dans le top 10, hein. Il l'a montré lors de ses saisons avec le GMT là, il y a 3-4 ans. Alors bon, il lui manquait encore quelque chose pour jouer les podiums, mais voilà, il pouvait faire régulièrement top 10. Maintenant, oui, ça va surtout être avec la moto. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à s'approcher des points et en tout cas se montrer devant le public Il n'aura français? pas les mêmes pneus par contre. C'est ça. Parce qu'il va pouvoir aussi, comment il va appréhender le changement de manufacture. Ok. Parce que là, il est en Michelin, ouais, là, il est en Michelin en championnat de France et ils seront en Pirelli, si je dis pas de bêtises, pour le mondial. Oui, si, ok, non, Oui. ça, pardon, je n'avais pas compris comme ça. Oui, oui, bah, ça va être. Après, heureusement qu'il a un peu d'essai pour se refamiliariser avec la chose aussi. Je crois qu'ils ont roulé en Manicourt. Hein. Ils ont déjà roulé pour préparer Oui, donc, les courses. mais je pense qu'on a fait le tour, Ouais, parce que si on rentre en détail dans le Super Sport 600, on en a encore pour une heure. c'est ça. Petit mot quand même, on en reviendra plus en détail quand la saison sera finie. On fera très certainement un épisode spécial sur le sujet, parce qu'on aimerait beaucoup avoir certaines des pilotes. Mais en parallèle du championnat Superbike cette année, il y a un autre championnat dont on rentrera plus en détail à la fin de la saison, puisqu'il y aura pas mal de choses à dire et on espère pouvoir avoir des retours de certaines pilotes d'ici là. C'est le Women's Circuit Racing World Championship, donc le WWCR, c'est le premier championnat de vitesse sur piste au monde, donc en mondial, qui se déroule complètement en parallèle du World Superbike sur 7 manches, si je dis pas de bêtises. Et juste pour faire un petit point au championnat cette année, pour cette première édition, c'est Maria Herrera et Ana Carrasco qui se font la bagarre de course en course. C'est Herrera qui est en tête avec 129 points, Carrasco avec 122, Sarah Sanchez avec 108 points et Béatrice Neila avec 83. Les quatre, elles dominent clairement la catégorie, puisqu'on ne voit que elles au classement quand c'est pas Sanchez et Neila et inversement. Il y a des vraies bagarres dans le championnat, que ce soit devant comme derrière. On a deux Françaises qui sont Ornella Ongaro et Émilie Bondy. Émilie Bondy qui revient de blessure et qui met tout en œuvre pour aller prendre des points à chaque course et faire en sorte de pouvoir pousser au maximum. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, sur YouTube, elle fait des vlogs à chaque manche. Ça permet un peu de mieux voir et de mieux comprendre l'univers du championnat qui se met en place. Donc voilà, donc ça c'est vraiment en parallèle du championnat et vous pouvez suivre toutes les courses sur YouTube. Elles sont gratuites, elles sont dispo pour tout le monde, mais je trouvais important d'en parler parce que bah, c'est en parallèle du Superbike, c'est dans le même paddock et on en parle encore très peu. L'occasion se présentera d'en parler plus en détail, mais voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour, les garçons. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Non, je voulais parler là justement du championnat féminin. Alors, c'est sûr, le niveau, il est très différent suivant les filles, mais on peut pas comparer une Ana Carrasco ou Maria Herrera par rapport à Émilie Bondy au niveau de Non, l'expérience. clairement. Mais depuis le début de saison, en fait, plus les courses passent et plus on voit que les filles aux alentours de la 8, 10, 12e place, elles progressent, elles se rapprochent quand même des meilleures. Il y a des belles bastons, donc ouais, vraiment, si vous pouvez regarder ces courses, je vous conseille de les regarder.
Ouais, et puis elle s'adapte aussi. Enfin, c'est l'exemple d'Émilie que j'ai en tête, mais Émilie, ça fait 1 an et demi qu'elle fait de la compétition, hein. Mais c'est ça. Donc c'est assez impressionnant. C'est pour ça on peut pas comparer par rapport à une Maria Herrera qui en 2014 jouait le titre en championnat d'Espagne face à Quartararo par Oui, c'est exemple. clair. Mais c'est pour ça en fait c'est très intéressant à regarder parce qu'elle progresse fait d'une course à l'autre. On voit vraiment les progrès des filles. C'est la première saison du championnat. Tout est, enfin, c'est en train d'être mis en place. On voit dans les vlogs justement d'Emilie où bon, c'est un peu système D pour les filles. Enfin, elles font comme elles peuvent. Donc je pense que là, oui, c'est un peu c'est la première saison et à partir de la saison prochaine, on aura vraiment une belle saison avec des filles qui auront encore énormément progressé. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et bien, on a fait le tour pour cette petit point, cette petite arrêt au stand de mi-saison pour le World Superbike. Les garçons, vous, on vous retrouve très vite pour les débriefs des courses à venir, principalement toi, Stéphane, pour la course d'Aragon en MotoGP. Pour les autres, si vous avez l'occasion, on se croise avec plaisir à Manicourt, du coup, du 6 au 8 pour le World Superbike. On espère vous y voir nombreux, même si on s'y croise pas, parce que vraiment c'est un beau moment et c'est une belle fête de la moto à vivre tous ensemble. Et pour le reste, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, que ce soit Discord, Facebook, YouTube, Twitter. Et voilà, et je vous dis à très vite et surtout merci les garçons pour votre temps et j'espère que vous allez profiter de cette fin de saison du côté du Superbike. Merci à tout le monde. Et ben merci à toi, merci Merci à Stéphane, tous. salut.